Bonjour à tous et bienvenue dans Avocat, l'émission juridique qui vous conseille. On parle de droit de façon accessible avec chaque semaine 3 avocats au plateau. Je vous rappelle que c'est vous qui faites le menu de l'émission. Vous pouvez choisir les thèmes et les questions qui seront abordés dans l'émission. Pour cela, envoyez-nous des mails. Allez, plein de mails. On les attend sur le site avocat.net. L'adresse s'affiche bien sûr à l'écran. Aujourd'hui, 3 avocats que je vous présente. Ils sont là, ils sont forts, ils sont présents. On va commencer par Caroline Yadan-Peza. Bonjour Caroline. Bonjour Yves. Bienvenue, première émission avec nous aujourd'hui. Oui, j'espère pas la dernière. Sans doute pas. En tout cas, tout va bien se passer. Droit de la famille, on parle avec vous dans un instant de plein de sujets. Ce sera la pension alimentaire pour commencer. On y revient dans quelques secondes. À vos côtés, eh bien, nouveau venu également dans cette émission, c'est Pierrick Babin. Bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue. Merci. Avocat au barreau de Paris, on en parle avec vous dans un instant. Vous, c'est le fiscal. Oui, exactement. Donc, les impôts n'auront plus de secret pour nos amis pendant plusieurs semaines. Avec vous, Pierrick, on parlera dans un instant bien d'un sujet intéressant qui a été soumis d'ailleurs par un téléspectateur. Vous y répondrez dans quelques secondes. Et puis, une habituée également de l'émission à vos côtés, c'est Dalia Arfielke. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va et vous? Dans le décor, bleu comme ça, voilà. Il ne faut pas qu'on change de décor parce que sinon, la robe qui est magnifique n'ira plus. Donc là, c'est très bien. Alors avec vous, on va parler de beaucoup de choses. Alors vous, c'est droit social aujourd'hui. Aujourd'hui, le social. Une question qui sera posée également tout à l'heure et à laquelle vous répondrez dans quelques petites secondes. Alors on va commencer par Caroline Yadan-Peza. Alors Caroline, vous êtes avocate au barreau de Paris depuis 1993. D'abord, vous étiez avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Ensuite, ça a été à Paris, qui est l'un des plus grands barreaux français, si ce n'est d'ailleurs le plus grand barreau français. Vous avez été chargée d'enseignement pendant plusieurs années à l'Université de Paris 3, c'est Sorbonne Nouvelle. Vous étiez également jury à l'examen d'entrée au concours d'avocat et vous êtes également formatrice à l'école de formation donc, des barreaux. Vous exercez dans un cabinet groupé à Montmartre, voilà, sur la Butte, quartier très sympathique. Exactement. Voilà, quand on vient vous voir, on fait une petite visite touristique en même temps, dans le 18e. Tout le monde a visité puisque c'est un quartier tout à fait charmant. C'est tout à fait sympathique. Je ne connaissais pas, mais j'ai été vous voir il y a la dernière fois, j'ai bien aimé. Vous êtes dans un cabinet groupé, il y a 4 avocats et votre site internet s'affiche également à l'écran pour pouvoir vous contacter. Votre activité dominante, c'est le droit de la famille. Et justement, on va parler de droit de la famille. Ça tombe bien, Lazare fait bien les choses. Avec vous, une question qui concerne la pension alimentaire. On a beaucoup de questions sur avocat.net sur la pension alimentaire. Précisément, que peut-on faire lorsqu'une pension alimentaire n'est pas versée? Alors beaucoup de choses. Alors, d'abord, il faut savoir qui est concerné par cette question. En général, on pense aux parents à qui ont été allouées une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mais ça peut aussi concerner les époux. Dans le cadre, par exemple, d'un divorce, il y a des pensions alimentaires au titre du devoir de secours qui sont allouées, même des contributions aux charges du mariage, donc dans le cas d'un mariage, mais peuvent aussi être concernés des ascendants, des parents, des grands-parents ou des descendants, des enfants, des petits-enfants. Alors, comment récupérer la pension alimentaire, c'est effectivement pas que les enfants. Exactement. Comment peut-on récupérer cette pension? Il y a plusieurs possibilités et on va dire que la possibilité la plus simple, c'est ce qu'on appelle la procédure de paiement direct. Donc paiement direct qui permet de récupérer en saisissant par exemple les comptes bancaires ou éventuellement la saisie sur salaire ou même les organismes d'allocation familiale, le montant d'une pension qui n'est pas payée. Alors cette procédure permet de récupérer les pensions dès la première pension qui n'est pas réglée. Donc elle est très simple pour ça. Il suffit de saisir un huissier, l'huissier de son domicile, de sa résidence. On lui donne tous les documents nécessaires et donc l'huissier permet de récupérer cette pension. À la fois la pension pour le passé, mais également la pension pour l'avenir. Et ça, c'est très important. Maintenant, si il y a plus de 6 mois de pension qui n'a pas été réglée, dans ce cas, arrive souvent, malheureusement, important. Tout à fait. Donc dans ce cas-là, c'est une saisie simple. Qui va être fait également par un huissier de justice, mais dans ce cas-là de la résidence du débiteur de la pension alimentaire. Et il faut une autorisation du juge, il faut saisir dans ce cas le tribunal d'instance du débiteur de la pension alimentaire. Alors il y a une autre possibilité aussi, si ces saisies ne marchent pas, c'est de demander au procureur de la République, et dans ce cas on est dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire par le Trésor public. Et enfin, il y a la CAF, la Caisse d'allocation familiale. On peut demander à la CAF d'être mandataire. Donc, en fait, on peut donner mandat à la CAF pour récupérer cette pension alimentaire. En tout état de cause, le non-paiement de la pension alimentaire, c'est un délit. Oui, donc, c'est quand même très grave. C'est un délit qu'on appelle le délit d'abandon de famille, qui est prévu et réprimé par le Code pénal. Et on encourt quand même 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Et les tribunaux sont pas tendres. Hein. Surtout si on récidive et qu'on ne paye pas la pension, on risque effectivement d'avoir vraiment une peine d'emprisonnement, au moins avec sursis. Oui. Mais on voit parfois des parents qui vont en prison. Hein. Voilà, donc on peut déposer plainte. Si on n'a vraiment aucun recours, on peut déposer plainte et ça fait souvent bouger les choses. Donc 2 volets. On récupère donc, le volet civil avec un huissier pour récupérer en tout cas l'arriéré, avec les saisies, le paiement direct, où on saisit la CAF qui va se substituer, ou donc également la partie pénale, hein, abandon de famille, comme ça s'appelle, c'est un délit, donc attention, payez votre pension alimentaire. Merci beaucoup Caroline Yadan-Peza pour ces explications. Donc si la pension est impayée, c'est le cas de beaucoup de personnes, vous avez maintenant la marche à suivre. À vos côtés, le fisc, hein, voilà, enfin c'est pas le fisc, mais en tout cas on va parler de fisc. Voilà, qui peut récupérer aussi à notre place. Exactement, c'est Pierrick Babin. Alors Pierrick Babin, vous êtes avocat fiscaliste, vous avez la spécialisation d'ailleurs fiscaliste, hein, avocat barreau de Paris. Vous exercez depuis 35 ans dans le milieu fiscal. Hein. Vous êtes avocat, on va le dire, mais également vous avez été inspecteur vérificateur des impôts, enseignant et formateur en droit fiscal, adjoint au directeur fiscal du groupe C'est un labo, directeur également de la recherche fiscale d'une société, avocat fiscaliste dans plusieurs cabinets. Aujourd'hui, donc, vous intervenez aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers dans un grand nombre de matières qui concernent le fiscal. Tout ce qui concerne en fait vraiment la matière fiscale, c'est ce que vous faites. On vous retrouve également dans les réseaux sociaux notamment. Vous êtes présent sur LinkedIn, Viadeo, Twitter et Facebook. Donc on vous trouve aussi sur votre site internet qui s'affiche à l'écran, mais en tapant votre nom sur un moteur de recherche, je pense qu'on va effectivement tomber sur votre site assez facilement. Alors Pierrick avec vous, donc on va parler de fiscal avec des questions qu'on reçoit, beaucoup de particuliers et d'entreprises également qui nous envoient des mails sur avocat.net. Et voici ce thème qu'on voulait aborder avec vous sur le contrôle fiscal, comment se défendre au mieux. Finalement, quelque chose d'assez simple, mais c'est un peu l'essentiel, j'ai envie de dire. On a un contrôle fiscal, on panique d'abord peut-être, mais ensuite pour se défendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on agit? En fait, pour se défendre au mieux en cas de contrôle fiscal et pour faire face sereinement à un contrôle fiscal, il faut le préparer très en amont. Et il y a 5 principes très simples à observer qui permettent justement de s'en tirer sereinement et de faire face sereinement à un contrôle fiscal. Le premier principe, c'est tout simplement de déposer ses déclarations fiscales dans les délais et de payer ses impôts et taxes avant la date limite de paiement. C'est bien de le rappeler. Pardon. C'est mieux. En fait, c'est très important, c'est beaucoup plus important que le seul fait de déposer la déclaration fiscale ou de payer l'impôt ou la taxe, c'est que ça vous permet en cas de contrôle fiscal de bénéficier de ce qu'on appelle la procédure de rectification contradictoire. Et cette procédure de rectification contradictoire donne des droits de la défense très étendus qui, autrement seraient beaucoup plus restreints justement en cas de dépôt en retard de déclaration fiscale ou en cas de paiement en retard des impôts. C'est un peu compliqué de se défendre. Donc c'est très important de pouvoir bénéficier de la procédure de rectification contradictoire. Alors, deuxième principe très important ensuite, c'est choisir un bon expert comptable. Alors, choisir un bon expert comptable, ça veut dire d'abord veiller à ce que cet expert comptable soit inscrit à un ordre des experts comptables, parce que de plus en plus souvent, on voit des gens qui se présentent comme étant experts comptables ou comptables, mais qui souvent ne sont pas inscrits à un ordre. Or, c'est susceptible de poser énormément de problèmes après à l'entreprise qui a fait appel à ces pseudo-experts comptables. Et d'ailleurs, les ordres des experts comptables sont amenés de plus en plus à déposer plainte contre ce type de personnes, mais il n'empêche que ça pose des problèmes sérieux à l'entreprise, puisque bien souvent l'administration fiscale pourra considérer que la comptabilité établie par ces pseudo-experts comptables n'a pas de force probante, et donc ça veut dire que ça renversera la charge de la preuve en cas de contrôle fiscal. La charge de la preuve pèsera sur le contribuable et non pas sur l'administration fiscale, ce qui change tout, malheureusement. Il y a des poursuites d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cas encore là récemment de faux experts comptables. Troisième principe très important, c'est le fait de conserver des pièces justificatives de toutes les dépenses professionnelles. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient penser, il ne suffit pas de passer en déduction du résultat des dépenses professionnelles pour qu'elles soient effectivement admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal. Elles ne seront admises en déduction que si vous possédez les pièces justificatives. Autrement dit, les factures. Et même pour les investissements, moi ce que je conseille, c'est de posséder non pas seulement les factures, mais aussi un véritable dossier justificatif de l'investissement. Comme ça, vous serez tranquille en cas de contrôle fiscal. Donc tout bien gardé. Hein. Voilà, exactement. Ensuite, quatrième point, souscrire une assurance en cas de contrôle fiscal ou de contentieux fiscal. Alors, un certain nombre de compagnies d'assurance qui proposent ce type d'assurance et moyen de cotisation d'un montant quand même assez modique, entre 500 et 700 euros hors taxe à peu près par an, vous bénéficiez d'une assurance qui vous permettra de couvrir les honoraires d'experts comptables et d'avocats en cas de contrôle fiscal ou de contentieux fiscal. Et en général, ces assurances prévoient un plafond d'honoraires de 20 000 euros, ce qui est quand même assez substantiel. Oui, ce qui pourrait suffire pour un contrôle fiscal classique. Voilà. Et ça dernier principe très important, c'est de faire appel en cas de contrôle fiscal à un avocat fiscaliste qui soit de préférence un ancien inspecteur vérificateur des impôts. Pourquoi ? Parce qu'il connaîtra le mode de fonctionnement de l'administration fiscale, il saura
comment fonctionne un inspecteur vérificateur en cas de contrôle fiscal, ce qui est très important parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique dans les contrôles fiscaux, mais il y a aussi l'aspect psychologie de l'inspecteur vérificateur qu'il est très important de connaître en avance. Voilà. En tout cas, on a une marche à suivre très, très claire et très précise. Et c'est vrai qu'il faut se prémunir de difficultés qu'on peut se rajouter en plus en cas de contrôle fiscal, donc avec ces précautions un petit peu élémentaires, mais qu'il est bon de rappeler. Et avec un avocat fiscaliste, effectivement, on y verra quand même un peu plus clair, parce qu'on peut quand même parler aussi avec le fisc, mais bon, il faut se défendre quand même. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Pierrick Babin, pour cette explication donc, sur le contrôle fiscal, mode d'emploi. On va passer maintenant à maître Dalia Arfi El-Kaïm, que nous connaissons bien dans cette émission. C'est une habituée, bien sûr. Je crois que j'ai droit à une prime d'ancienneté. Une prime d'ancienneté, exactement. Un abonnement de fidélité. Vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes installée à la rue Marbeuf dans le 8e et vous êtes au sein d'un cabinet qui s'appelle JDB. Le site d'ailleurs s'affiche sur l'écran si on veut vous contacter. Alors, vous êtes avocate d'affaires comprenant différentes matières. Il y a le droit social notamment, le commercial, société, les contrats et même la propriété intellectuelle. Ça en fait partie aussi. Et donc vous venez nous voir assez souvent pour parler de toutes ces matières. Aujourd'hui, on va parler un peu des marques et précisément la protection de la marque en matière commerciale, puisqu'on a des questions. Ça ne concerne pas forcément les très grosses sociétés. Ça peut être un particulier qui a un commerce et qui a créé sa marque. On voit beaucoup ça sur Internet. Alors comment est-ce qu'on protège sa marque en matière commerciale ? Effectivement. Alors c'est une question qui mêle à la fois le droit commercial et le droit de la propriété intellectuelle. Lorsqu'une personne ou une société décide de se créer, de choisir une dénomination et également de choisir une enseigne commerciale, il faut s'assurer, on ne peut pas prendre une dénomination de fantaisie, il faut s'assurer auprès de l'INPI du fait qu'il n'existe pas une antériorité par rapport à la marque qu'on décide finalement d'exploiter. On doit faire un dépôt auprès de l'INPI afin de protéger cette marque, même s'il s'agit d'une enseigne, même s'il s'agit d'un petit commerçant. Parce que sinon, on s'expose ensuite à un risque de procès en contrefaçon, voire même en concurrence déloyale. Donc le premier réflexe, c'est tout d'abord effectuer une recherche d'antériorité, ensuite faire un dépôt auprès de l'INPI. Il ne faut pas chercher à faire cette économie, c'est important. On protège sa marque et on valorise ainsi son établissement. Le jour où on va vendre son établissement, on peut également le vendre avec cette marque déposée et protégée. Ça se fait facilement sur Internet, en tapant INPI, oui, on peut vérifier et déposer. Beaucoup de clients s'adressent à moi pour le faire, mais il est possible aussi de le faire seul et de saisir toutes les informations en ligne et finalement avec un coût assez restreint. Et c'est très bien expliqué sur le site de l'INPI. Donc une fois qu'on a protégé sa marque, ensuite il faut veiller à sa protection. Donc il existe une possibilité sur le site internet de l'INPI de mettre en quelque sorte en place une veille pour la protection de sa marque. C'est quelque chose qui est payant, mais ça peut valoir le coup de le faire. C'est intéressant, on est alerté s'il y a un souci. Alors, si quelqu'un veut déposer une marque qui ressemble énormément à la vôtre ou qui est carrément la même, alors là, vous avez la possibilité de vous adresser à l'INPI pour faire opposition dans les 2 mois de la demande d'enregistrement de cette marque. Et ensuite, il y a toute une procédure qui se passe auprès de l'INPI pour que cette demande soit examinée et éventuellement recueillie si effectivement elle correspond aux critères. Maintenant, vous avez aussi des personnes qui vont choisir comme ça une dénomination de fantaisie et qui vont se mettre à exploiter votre marque et donc qui vont se livrer à une concurrence déloyale de votre marque outre à un acte de contrefaçon consommé. Donc dans ces cas-là, vous avez le droit avec vous puisque vous avez votre antériorité d'exploitation, vous avez votre dépôt, vous prenez un avocat et vous faites une réclamation en disant « vous exploitez une marque qui m'appartient parce que j'ai fait un dépôt auprès de l'INPI et je vous demande de cesser immédiatement ». Et alors, même si le contrefacteur cesse cette exploitation, vous restez en droit de solliciter auprès de lui des dommages et intérêts à hauteur du préjudice que vous avez subi pour toute la période antérieure d'exploitation au cours de laquelle il s'est livré à des actes de contrefaçon. Alors, très souvent, dans ce type de dossier, on arrive à parvenir à un accord avec l'adversaire qui comprend qu'il est en infraction, qui cesse immédiatement l'exploitation frauduleuse et pour la période antérieure, on tombe d'accord. On lui fait modifier sa marque avec ce qu'on appelle un accord de coexistence. Et ensuite, on arrive donc à coexister avec une marque qui ressemble un peu à la vôtre, qui vous a indemnisé. Mais le critère important, c'est qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Et c'est en cela que vous devez protéger votre marque. C'est ça le critère qui est retenu. C'est surtout ça, voilà. C'est pas de confusion, pas de risque de confusion. Et j'ajouterais
que cette protection s'étend à l'exploitation d'un nom de domaine. Vous ne pouvez pas déposer un domaine sur Internet qui a la même marque qu'une marque qui est déposée à l'INPI et qui fait déjà l'objet donc c'est étendu au nom de domaine également. C'est corrélation. Voilà, après vous avez le critère antériorité dépôt. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Rassurez-vous, l'émission Avocat a été déposée, hein, donc a priori, vous ne pouvez pas nous piquer le nom. Ça ne m'étonne pas de vous. Voilà, c'est précaution minimaliste, parce que voilà, on est fiers de notre nom. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Je remercie tous les trois pour être venus ici, nous expliquer de manière très clairement la pension alimentaire, le contrôle fiscal, comment réagir, et puis le dépôt de la marque. C'est des choses très concrètes qui vous concernent et qui vont vous aider, j'en suis sûr, au quotidien. N'oubliez pas de nous retrouver très prochainement sur votre chaîne préférée, également sur Internet en replay, quand vous le souhaitez, sur avocat.net. On se retrouve très vite avec 3 nouveaux avocats. À bientôt.